Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver chaque mercredi pour ces indices d'été. En mars 2015, Bruno Liébert, un habitant de Trois-Ponts, est retrouvé mort chez lui à l'âge de 54 ans. 5 mois plus tard, son épouse Nancy est placée sous mandat d'arrêt. Elle est soupçonnée de l'avoir empoisonné avec l'aide d'une complice. Ce soir, vous entendrez un enregistrement édifiant où Nancy avoue avoir tué son mari. C'est une enquête de Christine Calmont. Il a souffert le martyre, le pauvre. Il n'est pas mort sur 3 minutes, hein, c'est pas vrai ça. Elle a vécu, à proprement parler, à côté d'un mort en sursis. Il disait à tout le monde qu'il était très malade, qu'il avait un cancer, qu'il était en phase terminale. Lui, apparemment, n'en parlait jamais. Ça a été dans un premier temps un empoisonnement au quotidien et puis un abandon apparemment de la procédure et enfin cette administration de strychnine. Samedi 14 mars, l'église du Mont-Saint-Jacques est presque trop petite pour accueillir toutes celles et ceux qui sont venus rendre un dernier hommage à Bruno Liébert. À 54 ans, Bruno a rendu son dernier souffle 3 jours plus tôt, un peu à la surprise générale. Anne-Marie, sa sœur aînée, a toujours beaucoup de peine à réaliser que son frère est parti. Ça me fait mal. Ça fait très mal. C'est pas normal qu'il se trouve là. Non. Non, pas du tout. C'est même difficile à croire qu'il est là. C'est pas facile. Plus de 7 mois après la mort de Bruno, Anne-Marie ressent à la fois beaucoup de tristesse, de la colère et plus encore. C'est la rage de la façon dont ça s'est passé, qu'il ne méritait pas ça de toute façon. Et puis toute la souffrance qu'il a endurée pendant tout ce temps-là, c'est ça qui est le plus dur à supporter. C'est cette souffrance qu'il a endurée. Je m'imagine bien que ça a été très très dur pour lui. Et c'est ce qui fait le pire, c'est ça. Parce qu'on se pose des questions, on imagine, et voilà. Il y a plusieurs années, Bruno Liébert achète cette maison à Fos-sur-Salme, dans la commune de Trois-Ponts, pour s'y installer avec sa 3e épouse, Nancy, et leurs enfants. Bruno est né à Stavelot, il a exercé plusieurs métiers dans la région, comme sa femme, Nancy. Une famille recomposée, oui, tout à fait. Ils se sont mariés il y a une bonne dizaine d'années. Ils ont eu 3 enfants, mais vous en dire davantage. Bruno était un travailleur. Nancy, je pense également. C'était des gens qui savaient retrousser leurs manches. Victoria Marche est journaliste à la Meuse-Verviers. Elle a recueilli le témoignage de celui qui se présente comme le meilleur ami de Bruno, Grégory Paquet. Il vous a raconté quoi sur son ami Bruno ? Que c'était quelqu'un d'hyper gentil, avec le cœur sur la main, qui était toujours là pour aider. Ils s'entraidaient mutuellement voilà, à peu près tout le temps. Et donc c'était quelqu'un de travailleur. Et voilà, une personne sans problème, une personne tout à fait normale, sans extravagance ni quoi que ce soit. Nancy et Bruno ont 3 enfants, 10, 5 et 2 ans. Au début, l'entente entre les époux est plutôt bonne, malgré quelques disputes. Et il y a 3 ans, Nancy quitte le domicile conjugal. Quand elle est partie, Bruno étant très seul, elle qui disait toujours qu'elle ne voulait pas revenir, qu'elle ne remettrait jamais les pieds à Fos ni rien du tout. Et puis finalement, Bruno avait envie de refaire un petit peu sa vie aussi, parce qu'elle maintenait sa position. Et il m'avait demandé, moi, si je ne connaissais pas quelqu'un à lui présenter. Et je lui ai présenté une dame. Et Bruno a fréquenté pendant un bon mois et demi cette personne-là. Et quand Nancy s'en est vraiment rendu compte et que ça se prenait très très bien avec la dame, elle a refait surface, elle est revenue.
Nancy revient en faisant croire qu'elle est enceinte. Or, c'était pas vrai. Elle n'était pas enceinte à ce moment-là. Par après, oui. Mais à ce moment-là, non. Nancy Krings revient donc vivre auprès de son mari et fait le vide autour de lui, l'empêchant de voir toute sa famille. Bruno ne m'a jamais dit qu'il ne voulait pas me voir. Jamais, jamais. Si c'était le cas qu'il ne voulait pas me voir, pourquoi est-ce qu'il me répondait au téléphone quand je l'avais? Mais il me répondait quand il était à l'extérieur de la maison. Pas devant elle. Non, jamais. Le même traitement est réservé à Jacques, le dernier frère de la famille Libert. Lui aussi est écarté et n'a plus de contact avec Bruno. Il semble bien qu'effectivement, il y a eu une stratégie d'éloignement des proches susceptibles d'intervenir ou protéger la victime. Et Nancy raconte partout que son mari est très gravement malade. Pendant au moins 2 ans, elle a dit à la famille, aux proches de Bruno Libert et même aux voisins, hein, elle disait à tout le monde qu'il était très malade, qu'il avait un cancer, qu'il était en phase terminale. Lui, apparemment, n'en parlait jamais, même pas avec son meilleur ami. Il n'était pas bien, mais rien n'indiquait qu'il avait vraiment un cancer. Et je ne pense pas qu'il ait jamais vu un médecin qui lui ait dit qu'il avait un cancer. Il ne savait pas ce qu'il avait. Il n'était pas bien, il était malade, il avait arrêté de travailler. Mais il ne savait pas ce qu'il avait, ça n'allait pas. Mais elle criait partout qu'il y avait un cancer et qu'il allait bientôt mourir. Bruno avait une frousse bleue, lui, des médecins, des piqûres et tout ça. Aller à l'hôpital, c'était pas son truc, quoi. Donc voilà. Et puis alors, on a appris qu'au mois de février, il avait fait un gros malaise, qu'on lui avait mis une perfusion à domicile. Je trouvais ça déjà un petit peu bizarre. Enfin bon, du fait qu'il avait peur de l'hôpital, c'est plausible. Nancy Krings parle aussi de malaise cardiaque au moment des fêtes de fin d'année, soit 3 mois avant le décès de Bruno. D'après Anne-Marie, ces malaises n'auraient jamais eu lieu. C'est beaucoup plus simple de dire ton frère est décédé parce qu'il est malade depuis 2 ans que ton frère est décédé subitement cette nuit. Ça aurait attiré immédiatement et beaucoup plus rapidement l'attention des autorités. Nous aurions évidemment souhaité entendre la version des avocats de Nancy Krings. Ils n'ont pas souhaité s'exprimer à ce stade de l'instruction. Le 11 mars dernier, en soirée, alors qu'il est installé dans son salon et dans son fauteuil, Bruno Libert rend son dernier souffle. Le 11 à minuit, j'ai appris, Nancy m'a téléphoné en me disant, voilà, il est mort, ça fait pratiquement 3 minutes qu'il est mort quasiment dans mes bras. Anne-Marie lui demande alors ce que le médecin a dit, mais Nancy Krings ne sait pas répondre. Elle n'a pas appelé de médecin ce soir-là. J'ai appris par la suite qu'elle a prévenu tout le monde, la famille, des amis, tout le monde, sauf un médecin. Il ne lui est jamais venu à l'idée d'appeler un médecin pour son mari. Avant la mort de votre frère? Oui. Elle m'a dit à moi que Bruno lui avait dit comme quoi il était en train de mourir, qu'il l'aurait réveillée à 11h30 du soir, qu'elle dormait dans le fauteuil, et qu'il lui a dit je suis en train de mourir, et qu'elle lui aurait dit tu as souffert assez, tu peux partir. Et que Bruno lui aurait répondu non, je ne suis pas prêt. C'est ses paroles à elle. Et ce sont les amis de Bruno qui donneront finalement l'alerte. Elle n'a jamais appelé qui que ce soit. Un médecin traitant est arrivé. Oui, et apparemment, le médecin aurait refusé de signer un acte de décès. Parce que ça lui paraissait suspect. Et puis alors, il y a eu le SAMU apparemment qui est venu avec les urgentistes. Puis finalement, la police est venue. Moi, j'étais pas là, donc je n'ai pas vu tout ça. Et puis on a fait venir un médecin légiste. Un légiste qui aurait conclu à une crise cardiaque foudroyante et qui aurait procédé à des prélèvements sur la dépouille de Bruno. Le lendemain, Anne-Marie arrive chez son frère
à Fos-sur-Saône. Moi, j'ai logé là. Le fait que je n'ai pas de véhicule, c'est quand même pas la porte à côté de chez moi. Donc, je suis allée, je m'étais arrangée avec Nancy pour dormir sur place. Et là, il y avait les amis et tout ce qui s'ensuit. Et Nancy, alors, tout à fait normal. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Elle n'avait pas du tout le comportement d'une épouse qui venait de perdre son mari. Je sais pas, non, rien. Le jour de l'enterrement, Anne-Marie est en voiture avec Nancy. Elle constate que la veuve de Bruno est très occupée au téléphone avant la levée du corps. Sur le chemin, ici, de Fos à Trois-Ponts. Elle vendait la voiture de votre frère Elle vendait la voiture de mon frère, oui. avant l'enterrement. Avant l'enterrement. Oui, il était toujours au funérarium. Ça vous a choqué? Évidemment. Évidemment. Tout était choquant de toute façon. Tout. Et il y a aussi un autre élément dans le comportement de la veuve qui a fortement choqué la famille et les amis de Bruno Libert. Le jour même de l'enterrement de Bruno, elle confiait à une de ses connaissances qui était présente pour la soutenir dans cette épreuve-là qu'elle venait d'avoir le coup de foudre pour un autre homme qui était lui-même aux obsèques de son mari. On parle de baisers échangés aux obsèques, aux funérailles de Bruno Libert. Oui, c'est ce que Nancy Krings a raconté autour d'elle, qu'ils avaient déjà échangé un baiser, qu'elle lui avait volé un baiser. La vente de la voiture, l'absence de larmes, ce baiser volé. Il y a aussi cette visite chez le notaire, le surlendemain des funérailles. La première chose qu'elle a fait à 9 h le matin, elle était chez le notaire pour voir à quoi elle avait droit. Elle y a été. Un notaire de Stavelot? Oui. Maître Libard. Car Bruno Libert, même s'il ne travaillait plus depuis quelque temps, n'était pas sans rien. La ferme de Fos-sur-Saône, les dépendances qu'il louait, les terrains, les animaux. Il y avait des assurances vie aussi. D'après ce que j'ai appris, oui, il y aurait eu au moins 3. Et 2 qui ont déjà été encaissés. La 3e, je ne sais pas. Et puis aussi la collection militaire de Bruno, son musée personnel installé dans le grenier de sa ferme. C'était un passionné de tout ce qui était de la guerre 40-45. Mais c'était de toute beauté. Avec des mannequins grandeur nature, enfin de tout. Sa collection avait été estimée. Et c'était pas petit. À combien? Moi, c'est Bruno qui me l'avait dit qu'elle avait été estimée à 75 000 €. Une collection qui a disparu le lendemain de la mort de Bruno. Tous ces éléments et bien d'autres encore font qu'Anne-Marie et son frère Jacques commencent à avoir de sérieux doutes sur la mort de leur frère. Dès qu'elle s'est rendue au funérarium, Madame Libert était persuadée que Madame Krings était bien plus impliquée et qu'il ne s'agissait pas d'un décès tout à fait naturel ou suite à une longue maladie. Pourquoi? Parce que immédiatement, Madame Libert constate que Madame Krings, elle a une attitude d'une veuve joyeuse. Et un jour, Anne-Marie fait part de ses soupçons à la principale intéressée, sa belle-sœur Nancy. Alors elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, il n'est pas mort normalement. Et le jour, si je sais avoir un jour la preuve, je dis, je demanderai une autopsie. Et là, elle a pété les plombs, là. J'ai eu tous les noms des petits oiseaux. Et puis elle m'a carrément envoyé promener, quoi. Elle a coupé Devant les vous ponts. ou par téléphone? Par téléphone. En 2015, Bruno Liebert, un habitant de Trois-Ponts, est retrouvé mort chez lui à l'âge de 54 ans. 5 mois plus tard, son épouse Nancy est placée sous mandat d'arrêt. Elle est soupçonnée de l'avoir empoisonné. Les semaines passent, les voisins constatent eux aussi que Nancy Krings ne semble pas particulièrement affectée par le décès de son mari.
Ouais, il faut l'étrange, elle brûlait toutes ses affaires. 2 mois après, il n'y avait plus rien à Bruno ici, hein. C'était fini, il n'y avait plus rien. Elle avait même dit un nouveau mec, un nouvel garde-robe. Elle avait prévu de se marier aussi au mois de septembre avec un nouveau mec, elle s'est fait tatouer le nom du mec aussi. Donc c'est vraiment qu'il y a quand même quelque chose de bizarre, quoi. Anne-Marie, son frère Jacques, les amis sont de plus en plus convaincus que Bruno n'est pas mort naturellement. Dans un premier temps, Anne-Marie en parle à son agent de quartier, à Saint-Nicolas. Ici, à la commune, j'ai retéléphoné pour en parler. On m'a pris vraiment pour une idiote, en me disant que moi, je n'avais pas fait des études, mais qu'un médecin légiste en avait fait, donc il était plus intelligent que moi, qui savait ce qu'il faisait. Mais quand Anne-Marie se rend finalement à la police judiciaire fédérale avec un élément plus qu'interpellant, les choses s'accélèrent. Vous leur ramenez quoi? Une conversation qui a été enregistrée par une amie de Nancy, dans laquelle Nancy reconnaît s'être débarrassée de Bruno et avoue qu'elle lui a donné de la strychnine. Elle dit quoi? Comme quoi, pour elle, elle n'a fait que d'abréger ses souffrances. Nous avons pu nous procurer ce document sonore. Il s'agit d'un enregistrement réalisé à partir d'un smartphone. C'est Nancy Krings qui parle à une copine et qui relate une conversation qu'elle a eue avec une voyante nommée Sylvana à propos du décès de son mari. J'ai posé une question, on n'était pas obligé de me répondre, mais Sylvana, elle n'a jamais rien vu par contre. Elle t'a jamais dit, tu vois. Sylvana, depuis le début, elle a toujours dit ça doit être important, laisse tomber ça. On me demande comme il est mort. De comme il est mort, tu vois, dans ses cartes. C'est elle aussi. Donc elle l'a vu. Mais t'as pas eu peur qu'elle le voie? Elle a dit quoi? Quand tu vois, elle qui est si... On a déjà fait. Quand je lui ai demandé, mon papa lui demandait pas, il n'a pas dit non. Tu as fait ce que tu devais faire. Ça, je me le demandais, mais je ne vous ai pas te le demander, tu vois. Tu as fait ce que tu devais faire. Et qu'elle dit, de toute façon, tu n'as fait jamais qu'abréger quelque chose qui allait arriver. Alors tu as abrégé des souffrances, c'est tout. Tu as fait tes saisies quand elle te l'a dit, non. Tu vois, quand Non, parce que je m'en doutais bien que ça allait sortir. La connaissance, je savais. Elle t'a dit ça comme ça, je rigole, mais c'est nerveux. Elle t'a dit ça comme ça, tout naturellement. Elle. On me dit, tu ne dois pas t'en vouloir, enfin, tu ne t'en veux pas, tu ne dois pas t'en vouloir, et comment ça va dire? Tu ne t'en veux pas et tu ne dois pas t'en vouloir, ce que tu as fait, parce qu'elle ne te dit pas toujours cash, ce que tu as fait, tu n'as fait qu'abréger tes souffrances. La machine judiciaire se met en marche. 5 mois après son décès, le corps de Bruno est exhumé pour autopsie. Les résultats des premiers devoirs judiciaires sont sans appel. Ça a été dans un premier temps un empoisonnement au quotidien et puis un abandon apparemment de la procédure et enfin cette administration de strychnine. Nancy Krings est placée sous mandat d'arrêt pour empoisonnement. Mandat d'arrêt également 2 jours plus tard pour Fabienne Wagemans, la voisine du couple qui vivait dans l'annexe construite par Bruno. Fabienne Wagemans, celle que tout le monde dans le coin appelle Tati. C'était quelqu'un de très effacé, tout le monde dit très gentil. Ceux qui la connaissaient, qui la voyaient, ne savaient pas me renseigner sur son nom, parce qu'il l'appelait toujours Tati, donc il n'avait pas la moindre idée finalement du prénom et du nom de famille de la femme qui voyait à tous les événements où Nancy Krings était finalement. Et donc voilà, une femme assez soumise qui répondait aux caprices de sa voisine. C'est l'image que les amis de Bruno en ont donnée. Je sais qu'elle était tout le temps là. Il paraît qu'elle nettoyait, elle faisait à manger, elle s'occupait des enfants. C'est vrai, moi j'ai vu qu'elle s'occupait énormément des enfants, surtout du tout petit, quoi. Comme celui de Nancy Krings, l'avocat de Fabienne Wagemans n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment sur l'affaire. Dans un premier temps, on a dit que Fabienne Wagemans avait acheté le poison qui a tué Bruno Libert. Le parquet de Verviers a catégoriquement démenti. Alors, d'où vient cette strychnine, ce poison violent
qu'on ne trouve plus dans le commerce. La strychnine, c'est effectivement un végétal, donc c'est extrait donc de la noix vomique, qui est une plante qui pousse pas du tout dans nos contrées, c'est une plante asiatique. C'est un produit végétal qui a été interdit parce que le principe actif, donc la strychnine dont on peut extraire de cette plante, est extrêmement neurotoxique, extrêmement toxique pour le système nerveux central. Et les effets de la strychnine peuvent être mortels. Le risque principal, si on avale même une quantité modérée de strychnine, on va dire 20-30 mg, c'est de provoquer donc essentiellement des contractions musculaires incontrôlables qui vont se répéter pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, parfois qui vont épuiser la personne au point de parfois provoquer un arrêt de la respiration et le décès de la personne. Quand on voit la personne au moment de la prise, les convulsions, les secousses sont extrêmement impressionnantes. Il peut effectivement persister probablement un aspect de contraction, de contracture musculaire, même encore après le décès de la personne. Nancy Krings aurait par ailleurs raconté à certaines personnes de son entourage qu'elle aurait dissimulé les poisons utilisés dans les yaourts de son mari. Est-ce que pour vous, il est concevable que ce monsieur n'ait pas goûté ce produit dans son yaourt? C'est possible. Donc la façon de masquer donc des médicaments dans des produits lactés ou des aliments peut faire qu'effectivement le goût est transformé, le goût est totalement masqué. Donc ce n'est pas impossible donc d'administrer à l'insu de certaines personnes des médicaments ou des produits toxiques masqués dans des aliments. Elle disait toujours, Nancy, oui, il va à la toilette, il hurle tellement il a mal. Mais maintenant, je comprends. Donc, pendant autant de temps, il a souffert comme ça. Et que c'était elle qui faisait tout ça. Et puis, en plus, la dernière dose qu'elle a donnée de strychnine, je suis désolée. Il a souffert le martyre, le pauvre. Il n'est pas mort sur 3 minutes, c'est pas vrai, ça. Quoi qu'il en soit, ce serait l'importante rigidité cadavérique qui aurait alerté le premier médecin arrivé au chevet de Bruno Libert le soir de sa mort. Aujourd'hui, l'autopsie a été pratiquée, des analyses sont toujours en cours, les parties civiles en attendent impatiemment les résultats. En principe, des poisons de ce type-là restent présents dans l'organisme pendant une longue durée, donc on va probablement avoir... Nous escomptons, il faudra voir, bien entendu, nous escomptons qu'il y aura une liste importante de produits qui vont apparaître. Autre résultat très attendu, ceux des analyses des cheveux de la victime. Les cheveux, les sportifs le savent bien, c'est peut-être pour ça qu'ils ont souvent le crâne rasé. Les cheveux peuvent parler beaucoup et il y a toute une série de matières chimiques qui restent présentes dans les cheveux. Et c'est intéressant parce que, évidemment, c'est à la racine des cheveux que se trouvent les produits absorbés récemment. Donc si on trouve des cheveux de plusieurs centimètres, et on peut voir s'il y a eu des injections, des prises de produits régulièrement dans les jours, les semaines précédentes. C'est un milieu biologique qui nous permet de retrouver la trace d'une exposition, même extrêmement ancienne. Par exemple, on s'est intéressé récemment aux cheveux de Napoléon, puisque les Français prétendaient que Napoléon avait été soumis à l'arsenic durant son séjour à Sainte-Hélène. Donc on a pu réaliser encore des prélèvements, des analyses sur des cheveux plus de 200 ans après le décès. Pour l'avocat d'Anne-Marie Libert, dans l'absolu, peu importe quels produits ont été utilisés, le résultat est là. Bruno Libert est mort dans d'atroces souffrances. En ce qui nous concerne, ça ne change strictement rien, que ce soit de la strychnine, de la morora ou n'importe quel autre produit, peu importe, il a été empoisonné, il faut établir la responsabilité éventuelle de Madame Krings, et peu importe le produit. Nancy Krings, qui aurait aussi regretté publiquement de ne pas avoir fait incinérer son mari. Ça aurait évidemment empêché toute recherche ultérieure. C'est un témoignage qui, à l'heure actuelle, est paru dans la presse. A-t-il été confirmé dans le dossier répressif? Ça, nous ne le savons pas encore. S'il n'a pas été confirmé de manière judiciaire, sur base du témoignage qui a été fait et relaté par la presse, nous demanderons à ce que cette personne soit auditionnée. Mais ce qui frappe surtout Renaud Molders-Pierre dans cette affaire, c'est le délai. Ici, il ne s'agirait pas d'un empoisonnement qui se déroulerait sur quelques jours ou quelques semaines. Il faut bien se rendre compte que pendant près de 2 ans, elle aurait, et
vous serez attentif au fait que j'utilise le conditionnel, elle aurait empoisonné son compagnon avec qui elle vivait au quotidien, qu'elle a vu mourir à petit feu, et donc elle a vécu, à proprement parler, à côté d'un mort en sursis. Est-ce que vous vous imaginez la détermination qu'il faut pour faire cela? C'est absolument incroyable. Incroyable comme la culpabilité ressentie actuellement par le frère et la sœur de la victime. Il est bien certain que si un certain nombre de personnes dont le frère de la victime, M. Libert, avait pu comprendre, avait pu décoder tout cela, et c'est évident qu'il serait intervenu en temps utile pour que le décès n'intervienne pas. Mais il semblerait, nous devons rester très prudents, que évidemment l'auteur éventuel des faits et agit avec beaucoup de dissimulation dans un cadre familial. Ce n'était pas nécessairement évident à voir. Pour les parties civiles, de nombreuses questions restent à ce jour sans réponse. Quel rôle a joué Fabienne Wagemans dans cette affaire? Qui a vendu la strychnine? La seule certitude concernerait le pourquoi de cet empoisonnement à petit feu. Pour Mme Libert, pour nous, partie civile, ça ne fait strictement pas l'ombre d'un doute. Le mobile est uniquement financier. Sauf à considérer qu'elle aurait rencontré son nouveau compagnon avant. Mais ça, c'est une information qui, à l'heure actuelle, n'est pas confirmée. Ce qui est par contre confirmé, c'est que suite à ce décès, Mme Krings a pris rapidement contact avec son notaire, a pu rapidement toucher toute une série de sommes d'argent et a notamment essayé de vendre les différents biens de Bruno Libert. Près de 8 mois après le décès de son frère, Anne-Marie n'attend à présent qu'une seule chose. Là, j'espère franchement que la justice va vraiment bien faire son travail et qu'elle soit bien punie. Ça, c'est la seule chose que je puisse lui souhaiter. Si elle est reconnue coupable devant une éventuelle cour d'assises, Nancy Krings risque la réclusion à perpétuité. En février dernier, le tribunal correctionnel de Verviers a condamné Nancy Krings à une peine de 20 ans de prison. Son amie et complice Fabienne a quant à elle écopé de 6 ans. C'est la fin de cet indice d'été. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec plaisir mercredi prochain.